Je vais reprendre un petit peu sur ce qu'on a fait hier. Très brièvement, je vous rappelle que le but de base, c'était de généraliser les modèles où on a des masses qui attendent des temps exponentiels de paramètres m à la puissance alpha, la masse totale d'une mesure nue qu'on a appelée mesure de dislocation sur l'ensemble des suites S décroissantes de somme plus petite que 1. Donc on a une masse qui attend un temps aléatoire exponentiellement distribué pour se fragmenter en des masses plus petites, où la suite des masses relatives est un élément de notre espace S flèche des suites décroissantes de somme inférieure à 1. Et donc, la motivation du modèle que j'ai commencé à construire hier et que j'aimerais finir de construire assez vite pour pouvoir raconter des choses intéressantes dessus, c'est d'étendre ce principe au cas où la mesure nue est infinie et où finalement on va se fragmenter de façon instantanée. Alors, pour les gens qui ne sont pas trop familiers avec les outils que j'ai utilisés hier et à qui ça ne plaît pas trop, c'est pas grave, j'ai envie de dire. Je vais finir cette construction quand même pour montrer que mes objets existent et quelque part vous pouvez rester sur ce modèle-là après pour voir les propriétés qu'on va étudier. Donc mon but, voilà, c'était de construire des fragmentations où on peut possiblement avoir des fragmentations instantanées, et pour ça le bon espace dans lequel travailler, c'est l'espace des partitions de grand N. L'ensemble des entiers naturels, on va voir nos blocs comme nos fragments comme des blocs de ces partitions qui vont se raffiner au cours du temps. Alors je rappelle un petit peu ce que j'avais commencé à faire hier comme construction. Donc le but, c'était de construire une fragmentation dite homogène. Ça, c'est les cas où les blocs vont tous se fragmenter au même taux. Leur masse ne va pas intervenir dans la vitesse de fragmentation. Donc, pour l'instant, je construis ce modèle-là. On verra après comment passer au cas alpha quelconque, ça sera assez rapide. Et le paramètre de construction, dans ce cas-là, c'est une mesure kappa. Donc c'est une mesure sur notre ensemble S flèche qui doit vérifier une propriété d'échangeabilité et qui intègre, rappelez-vous, qui met une masse finie sur toutes les partitions dont la restriction aux n premières entrées n'est pas triviale. On a une vraie fragmentation des n premières entrées. Et ce que je disais hier, c'est que ces mesures, on les connaît toutes. Elles s'écrivent forcément sous la forme suivante. Une mesure de composante, on appelle ça de l'érosion, qui s'écrit sur cette forme-là. Je ne vais pas trop passer de temps là-dessus parce que finalement, ce n'est pas tellement le paramètre qui m'intéresse le plus, mais enfin bon, il est là dans la construction. Et puis un deuxième morceau, qui est le morceau intéressant, qui s'exprime sous cette forme-là. Alors là aussi, on m'a dit, oulala, cette écriture, elle fait peur sûrement à certaines personnes. En gros, l'idée, c'est quoi? On a une mesure nue, qui est possiblement infinie, mais imaginons, pour simplifier, que c'est une mesure de proba. On tire une suite S suivant cette mesure nue. Et étant donné cette suite aléatoire-S, on va faire la construction de la boîte de peinture de Kingman sur cette suite aléatoire. Et ça nous donne la distribution sur la partition d'une partition pi. Donc j'ai ce paramètre. Et ce que je vous disais hier, c'est qu'on va considérer une mesure de Poisson. Donc sur l'ensemble 0, l'infini, T va représenter un temps ici, croît l'ensemble des entiers, K va représenter un numéro qui va correspondre à un numéro de bloc, et notre ensemble S flèche, où delta va être une partition donc, de S flèche, et la mesure d'intensité, c'est la mesure de Lebesgue, c'est le produit de la mesure de Lebesgue, de la mesure de comptage sur N et de la mesure de notre paramètre kappa. Et donc en gros l'idée est le suivant, on va construire un modèle où au temps TI, le bloc numéro KI de la partition au temps TI-, juste avant qu'on arrive au temps TI, va se fragmenter suivant la partition delta I. Alors le problème, c'est que comme kappa peut être infini, ces temps TI, ils peuvent être à nouveau denses dans R+, et donc on ne voit rien. Et pour le construire proprement, on va se restreindre d'abord aux n premiers entiers, où là, les temps de fragmentation vont être strictement positifs, et après, on fera tant n vers l'infini. Donc c'est ce que je dis ici. Comme par hypothèse, ce poids est fini, les atomes de notre mesure de Poisson
qui vérifie l'indice du bloc est plus petit que n et la partition intersection les n premiers entiers n'est pas triviale, bon, bah, ces atomes-là, si on se restreint sur un intervalle de temps fini, on n'en a qu'un nombre fini, et donc je peux les réordonner de sorte à ce que les temps soient croissants. D'accord ? Donc, étant donné ce paramètre, cette mesure de Poisson, on va construire une fragmentation des n premiers entiers de la façon suivante. Donc, au temps 0, j'ai le bloc trivial où tout le monde est, où les n premiers entiers sont tous ensemble. Sur chaque intervalle de temps, ti-1, ti, il ne se passe rien, on reste constant. Et puis à chaque temps ti, on va possiblement avoir une fragmentation, c'est-à-dire qu'au temps ti, on va regarder notre processus au temps ti-, donc la valeur qu'il a sur cet intervalle. On regarde notre processus, on prend le bloc numéro ki. Alors c'est possible qu'il n'y ait pas de bloc numéro ki, hein, mais enfin s'il y en a un, on le prend, et il va se fragmenter suivant delta in. Donc j'ai donné un exemple ici pour illustrer ce que ça veut dire. Par exemple, si n égale 6, disons qu'au temps ti-, on a 3 blocs, qui sont ceux-là. Ki égale 2, c'est le bloc numéro 2 qui va être concerné par la fragmentation. Donc le bloc 1, 6 et le bloc 5, ils ne bougent pas, ils vont rester là, il ne va rien leur arriver. Le bloc 2, 3, 4, il va se fragmenter suivant delta in, et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on va prendre l'intersection de delta in et du bloc 2, 3, 4. Et donc quand je prends l'intersection de ce bloc avec ces deux blocs, il me reste le bloc 2, 3 d'une part et le bloc 4 d'autre part. Et ça me donne mon processus au temps tin. Et je continue, je vais avoir qu'un nombre fini de fragmentation. Donc en fait, le premier instant, il va se passer un truc, hein, comme je pars de là. Au début, j'ai qu'un bloc, donc son numéro c'est 1. Donc le premier instant où il va se passer quelque chose, c'est le moment où le premier instant où j'aurai un KI égal à 1. Hein. Et donc on renumérote le bloc à chaque fois. Oui, alors pour la numérotation, là, j'en ai même pas parlé, mais oui, de base, la façon de numéroter les blocs, c'est en fonction de leurs plus petits éléments. Hein, donc effectivement, voilà. Effectivement, ça change du coup la numérotation au cours du temps. Donc on fait ça pour tout n. Tu augmentes le nombre de blocs, c'est juste que tu rajoutes des blocs, c'est pas que ça change la numérotation. Mais ceux qui sont Si 1 et 2 est ensemble et que tu avais un bloc 2, si 1 et 2 se séparent, Il te reste toujours un bloc 1 et un bloc 2 en plus. oui, mais le bloc 2 d'avant, mais Donc un bloc 5, mais ils sont numérotés par leur petit élément, donc 2 n'existait pas. Non, ils ne sont pas numérotés. C'est pas le bloc, non. Oui, alors effectivement, alors, du coup, là, je suis perdue. Le bloc, le 5 de ton 5, par rapport au numéro 3, numéro 4. La question, c'est est-ce qu'ils sont numérotés par leur Oui, ça c'est le truc de base. Je suis en train de me dire qu'après, j'ai peut-être écrit une bêtise, du coup. Ils sont numérotés par leur plus petit élément. Non, alors je me suis peut-être mal exprimé. Non, le bloc numéro I est plus petit que le bloc... enfin, si I est plus petit que J, ça veut dire que le minimum du bloc numéro I est plus petit que le bloc numéro J. Voilà, c'est ça. Ouais. Bah, sachant que oui, il est dans un n, ça va être uniforme, ouais. Et la construction qu'on fait ainsi, elle est consistante. C'est-à-dire que si je considère la construction faite sur les n plus 1 premiers entiers, mais que je regarde que sa restriction aux n premiers entiers, je vais récupérer ce que j'ai fait sur les n premiers entiers. D'accord ? Parce qu'en gros, il peut se passer deux choses quand je fais cette construction-là. Soit le bloc n plus 1, soit le singleton, enfin l'entier n plus 1 va se séparer strictement avant qu'il y ait une fragmentation des n premiers entiers. Et dans ce cas-là, j'aurai un temps de fragmentation plus petit pour le premier événement ici. Soit il va se séparer avec d'autres entiers, et dans ce cas-là, la fragmentation sera la même qu'ici. Donc je ne veux vraiment pas trop perdre de temps, ça marche bien, c'est consistant, et on peut passer à la limite. Et on va obtenir un processus partition limite, qui est ce qu'on va appeler un processus de fragmentation de paramètres, alors j'ai du mal avec le pointeur, de paramètre 0, ça c'est alpha, pour l'instant il vaut 0,
ce paramètre d'érosion C, et puis surtout notre mesure de dislocation nu. Et donc, si nu est infini, vous pouvez vérifier avec cette mesure de Poisson qu'on a introduite qu'effectivement, on va se fragmenter tout de suite, tandis que si elle est finie, ça va vraiment correspondre à ce modèle-là. Ça colle, hein, vous vérifiez avec les propriétés des mesures de Poisson, on a ce qu'on veut. Ouais. Oui, justement, je suis en train de me demander si je ne me suis pas embrouillée sur la notation des blocs. Non, mais là, je pense que... Bon, oubliez ça. On superpose, ça marche bien. Je me suis peut-être embrouillée sur la notation des blocs. Il n'y a pas besoin de numéroter. Non, mais c'est juste... C'est pas la peine de perdre de temps sur la numérotation des blocs. Hein. C'est une façon juste formelle. On présente un modèle, Alors, le truc quand même important, c'est qu'il est changeable. À nouveau, hein, si invariant en loi sous la permutation des indices... sous l'action des permutations finies. Et donc, rappelez-vous, hier, je vous ai énoncé un théorème de Kingman qui disait que si on a une partition échangeable, alors presque sûrement, elle a des fréquences asymptotiques. Et là, alors, il y a une petite subtilité dans la façon dont sont énoncées les choses. Là, on montre que presque sûrement, pour tous les temps t, il y a des fréquences asymptotiques. Donc, j'ai permuté pour tout t, presque sûrement, et presque sûrement pour tout t. Il y a un petit truc à montrer, ça vient de la monotonie du processus, ça marche. Mais donc, avec probabilité 1, le processus qu'on a construit, à chaque temps t, a des fréquences asymptotiques, qui vont correspondre aux masses de nos blocs, si vous voulez. Bon, alors maintenant, je veux intégrer le paramètre alpha, qui va influencer la vitesse de fragmentation. Et pour faire ça, donc, je me donne un alpha réel, et je prends un processus, celui que je viens de construire, de paramètres donc homogènes, 0, C nu. Et à partir de ce processus, je vais faire un changement de temps qui va me donner ce que je veux. Donc pour faire ce changement de temps, je vais procéder entier par entier. Donc imaginez, c'est très très mal dessiné. Imaginez juste que j'ai le bloc I à un temps donné. Bon, il va se raffiner, d'accord. Au cours du temps, j'aurai moins en moins d'entiers avec lui, et j'ai effectué un changement de temps en fonction des masses. Donc des fréquences asymptotiques de ce bloc contenant I au cours du temps. Donc là, je change encore la numérotation des blocs. Cette fois-ci, donc I, c'est un entier fixé. J'appelle pi parenthèse I le bloc qui, au temps t, contient I. D'accord ? Donc j'ai ce bloc qui est de plus en plus fin. Je note ainsi sa fréquence asymptotique. Et le changement de temps que j'introduis, c'est le suivant. Alors ça peut sembler bizarre a priori, mais regardez ce qu'on fait. Donc dans le modèle homogène, et on va simplifier, on va prendre nu, allez, nu c'est une proba, juste pour expliquer ce qui se passe. Au temps 0, j'ai un bloc de masse 1 qui va donc mettre un temps exponentiel de paramètre 1 pour se fragmenter. Et puis comme c'est le modèle homogène, c'est toujours les temps de fragmentation de mon bloc. Ça va toujours être des temps indépendants de paramètres exponentiels. Donc vous prenez ce truc, vous remplacez, donc au début j'ai une masse 1, vous regardez ce qui se passe ici, avec ce nouveau temps. Donc j'ai ce changement de temps, je construis un nouveau bloc en disant que pi alpha i de t, c'est mon premier bloc pi au temps tit. Si vous regardez ce qui se passe avec ce changement de temps, ça va exactement faire ce que je veux. C'est-à-dire qu'au début, le premier instant où ce nouveau bloc va se fragmenter, bon, comme j'aurai une masse constante égale à 1 ici, ça va aussi être un temps de loi exponentielle de paramètre 1. Mais après, j'aurai un bloc ici d'une masse, disons, m, et la transformation que je fais, elle va exactement faire ce que je veux, c'est-à-dire que le deuxième temps que je vais mettre à me fragmenter, il va avoir un temps de loi exponentielle de paramètre alpha. Je vous laisse l'écrire sur votre feuille en 2 minutes, ça se voit. Il suffit de calculer à chaque fois l'intégrale entre les temps de fragmentation ici. Donc c'est le temps qu'il faut prendre pour transformer le temps de fragmentation d'un bloc donné I en ce qu'on veut, si vous voulez. Et ça marche ici, quelle que soit la mesure nue. Vous pouvez donner une explication un peu informelle sur ce changement de temps? Bah, c'est ce que j'essayais de faire ici. Le truc, c'est que si tu pars d'une masse m, mettons, d'accord, donc pendant un temps de loi exponentielle 1, elle va rester constante, hein, ma masse m. Et donc, entre les temps 0 et le premier temps où ça sonne, je vais intégrer m à la puissance moins alpha, à la mesure de Lebesgue. Donc, l'intégrale entre
0 et ce premier temps là de loi exponentielle. Alors oui, en plus, bon, de façon générale, tant que ta masse est constante, hein, évidemment, ça donne ça, d'accord. Le m puissance moins alpha, je vais le passer... ah zut. Je vais passer sur le t, je passe de l'autre côté de l'inégalité, et je vois vraiment, du coup, apparaître un temps d'attente qui va être de loi exponentielle m puissance alpha. C'est très rapide, mais vraiment, c'est le truc qu'il faut faire. Bon, et l'autre truc, donc je considère ce bloc, et le truc, c'est que si vous avez deux entiers I et J qui sont ensemble autant t, donc là, je considère des nouveaux blocs. Si I et J sont... Si vous prenez un J dans ce bloc-là, alors forcément, il aura eu le même historique que I. Hein. Donc ce que je dis, soit vous avez J dans ce bloc, et le pi J sera égal au pi I, soit il est dans un autre bloc. Donc ces blocs, ils sont soit égaux, soit disjoints, ce qui me donne une nouvelle partition autant t qui va être le processus que je cherche à construire. Et c'est ce que j'appelle le processus de fragmentation de paramètres alpha c nu. Et comme dans le cas homogène, il est échangeable et il a des fréquences asymptotiques. Ça pourrait être une fonction de la masse, ouais. Mais après, techniquement, on va faire des liens avec les subordinateurs dont on passait hier, et là, le paramètre alpha joue un rôle important. Mais ça pourrait tout à fait être une fonction de la masse. C'est juste plus difficile à manipuler mathématiquement après. Déjà, dans le jour, tu avais dit qu'il y avait cette histoire de la covariance par rapport à la mise à l'extrême du temps de la relation de l'intervalle, si on peut peut-être construire par paire. Voilà, je crois que je n'ai pas compris la question. Si tu fragmentes un segment de la Germain avec une temps, c'est la même chose de... Oui, c'est ce que j'appelle l'autosimilarité, c'est ça que tu veux dire? Oui. Alors évidemment, si tu prends une fonction quelconque, il n'y aura plus cette propriété d'autosimilarité. Enfin, oui. Comme la recherche de l'intervalle n'est pas canonique, l'autosimilarité est obligatoire, on ne fait pas la paire. Oh, je ne sais pas, ça doit être un point de vue de physicien, mais on peut vraiment... non, mais tu peux vraiment regarder des modèles plus généraux. Ouais. Bon, là, donc, moi, effectivement, de toute façon, je vais me focaliser sur ces modèles donc autosimilaires. Et dans les exercices, j'ai plutôt parlé de fragmentation de masse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai ce processus de fragmentation de partition, je regarde ces fréquences asymptotiques qui correspondent à des masses. J'ai noté F ici, pour tout T, Ft, la suite des fréquences asymptotiques que je range par ordre décroissant, parce que je vais toujours être dans mon espace de suite décroissante. Et c'est ça que j'appellerais un processus de fragmentation de masse de paramètres alpha c nu. Et pour finir sur la construction de ce modèle, donc si je prends ma fragmentation de blocs de partition alpha c nu, on peut vérifier qu'elle vérifie bien justement les propriétés qu'on voulait au début, propriétés de branchement et d'autosimilarité. Donc ça veut dire quoi? Branchement, rappelez-vous, ça veut dire que différents fragments vont évoluer indépendamment, et autosimilarité, c'est ce qu'on vient de dire, c'est que bon, il y a ce facteur m puissance alpha qui influence sur le temps. Et donc formellement, comment ça se raconte ici? On va se donner un temps t auquel on observe notre processus. Donc disons qu'au temps t, on est des blocs pi1, pi2, etc. Et on va regarder ce qui se passe au temps t plus s pour un s donné déterministe. Et donc, étant donné les blocs présents au temps t, notre construction, donc via les processus de Poisson, va impliquer que les mesures de Poisson, va impliquer que cet objet-là, qui va être une partition plus fine de celle-là, s'obtient en loi de la façon suivante. On va prendre chacun des blocs pi, on va le fragmenter, c'est-à-dire je vais prendre l'intersection avec un processus que j'ai noté grand pi, qui va avoir même loi que mon processus initial pi alpha. Je vais regarder ce processus au temps s multiplié par ce changement de temps, qui est la masse du bloc pi que je me suis donné. Donc ça, c'est mon truc d'autosimilarité, c'est ce qui apparaît ici. Je prends les pi indépendants, ça c'est la propriété de branchement, et j'obtiens avec cette construction la loi de mon processus au temps t plus s. Et le truc est, bon, c'est pas le point que je veux détailler, mais en fait, on a tout fait pour que, si de façon réciproque, si on se donne un processus markovien à valeur de l'ensemble des partitions, qui est continu à droite, hein, qui est échangeable et qui vérifie cette propriété d'autosimilarité branchement, alors forcément, ça va être un processus tel qu'on l'a construit pour un paramètre alpha, pour des paramètres alpha c nu.
quelconque. D'accord ? Donc on a construit l'ensemble des processus qui vérifiaient cette propriété. Voilà, alors je vais repasser à des choses, alors j'ose pas dire plus concrètes, mais je vais maintenant commencer par un exemple qui est un exemple important dans le domaine des fragmentations parce qu'il intervient après dans la construction d'un certain nombre d'objets importants pour les arbres ou les cartes aléatoires. C'est ce qu'on appelle la fragmentation brownienne. Alors typiquement où la mesure de dislocation va être infinie. Alors mon point de départ, ça va être ce qu'on appelle une excursion brownienne. Alors de façon informelle, c'est quoi? C'est un mouvement brownien que je conditionne à être strictement positif entre les temps 0 et 1 et qui va retoucher 1 au temps 0. On peut construire un objet comme ça. D'accord ? Donc c'est un mouvement brownien conditionné à être strictement positif sur l'intervalle 0,1 ouvert et à valoir 0 au point de départ en 0 et 1. Okay, donc ça ressemble vaguement à quelque chose comme ça. Et alors pour nous le temps, ça va être, on va voir ça sur l'axe des ordonnées, et on va décider, on va considérer des ouverts de 0,1, on va décider qu'au temps t, on regarde l'ensemble des points x dans 0,1, dont l'image par cette fonction est strictement plus grande que t. Donc au temps 0, j'ai l'intervalle 0,1 entier, d'accord ? Et puis qu'est-ce qui se passe après ? Je monte, et je vais avoir une fragmentation de mon intervalle. Un peu plus précisément, si vous voulez, ce qui va se passer, à chaque fois que je vais être à un temps qui correspond à un minimum local, je vais avoir ce fragment juste en dessous qui va se fragmenter en 2 sous-fragments. D'accord ? Non, c'est en x. J'ai pas de t. Jusque-là, t, je l'ai rajouté par après. J'ai une fonction en x. Non. Faut pas écouter, faut jamais écouter. Oui, alors oubliez ce t-là. Pour l'instant, je construis juste ma fonction. Donc la variable c'est x. J'ai qu'une variable. J'ai pas, si vous voulez, le temps du brownien, ok, c'est x, mais ça ne va pas être le temps de ma fragmentation. D'accord, j'ai ma fonction. Une fois qu'elle est construite en x, j'ai ce nouvel paramètre qui va être un paramètre de temps. Donc vraiment, tu imagines, tu as un intervalle et tu montes ta règle, d'accord ? Et chaque fois que tu touches un minimum local, tu vas te scinder en 2. Alors, ok. Alors pour éteindre, j'appuie sur shut off binaire, yes. Ok. Alors effectivement, c'est un exemple compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on va se fragmenter tout de suite. C'est peut-être ça que tu voulais dire, mais le mouvement brownien est très irrégulier et si on regarde le premier temps t auquel on se fragmente, ça va être 0+. Donc ça, j'arrive justement sur mon modèle où ma mesure de dislocation va être infinie. D'accord ? Alors, un peu plus précisément, alors c'est un processus de fragmentation qui vérifie, ça vient des propriétés du brownien, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a effectivement la propriété de branchement et d'autosimilarité. Le paramètre d'autosimilarité, ça vient, le mouvement brownien a une autosimilarité, est un processus autosimilaire, et le paramètre d'autosimilarité, pour ceux qui connaissent bien le brownien, c'est pas surprenant, ça va être -1,5. Bon. Après, il n'y aura pas d'érosion, ce phénomène, de toute façon, pour moi, est un peu marginal.
Et la question intéressante, c'est de comprendre comment, effectivement, un fragment se fragmente en sous-blocs. Alors, des propriétés du brownien, on sait déjà que... j'ai pas fini. Vous voulez pas que je finisse et après vous posez les questions? Ouais. Mais je finis juste et après quand même, parce que effectivement il se passe un truc bizarre. Mais juste des propriétés du brownien, on sait que presque sûrement les minima locaux sont disjoints. Alors je sais pas, non, c'est peut-être mal dit, enfin ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que je vais jamais avoir ça. D'accord? Ils sont différents, ouais. Ça dépend. Bon, bref. Ça arrive jamais, ce qui veut dire quoi? Que ma fragmentation est binaire. Au moment où un fragment se fragmente, il n'y a qu'un seul minimum local qui le concerne et j'aurai 2 sous-masses. D'accord? Ok, et puis si vous regardez ce qui se passe, au moment où je me fragmente, je n'ai pas du tout de perte de masse. La somme des 2 segments au-dessus va être égale au segment en dessous. D'accord. Donc ça, en termes de mesure de dislocation, ça voudra dire que ma mesure de dislocation, elle va finalement charger que les suites, hein, donc dit autrement, nu presque partout, la suite que je vais fabriquer, elle aura 2 éléments de somme 1. Ok. Voilà, alors ça, je pense que c'est pour ça qu'ils froncent les sourcils depuis tout à l'heure. Ils disent, ok, mais c'est bizarre ton truc, parce que finalement, au temps t, il y a de la masse qui a disparu. Ok. Bon, clairement, d'ailleurs, au temps du maximum ici, j'ai plus de masse du tout. Ok. Pourtant, il n'y a pas de phénomène d'érosion qui pourrait expliquer une perte de masse, et là, j'ai pas de perte de masse non plus. Voilà. Donc là, ça va me faire la transition vers le paragraphe précédent. On va étudier le comportement en temps grand des processus de fragmentation. Et ce phénomène, il est dû au fait qu'alpha est strictement négatif. Et on va voir que pour toutes les fragmentations d'indices strictement négatifs, il y a ce phénomène qui se passe, qui s'appelle shattering. Enfin, les physiciens appellent ça shattering. Informellement, ce qui se passe, c'est que mes fragments, alpha est négatif. Donc quand alpha est négatif, si vous vous rappelez au moins le point de vue avec les temps exponentiels, une petite masse se fragmente plus vite qu'une grosse masse. Okay. Donc quand le temps avance, là les masses évidemment elles sont de plus en plus petites dans le modèle et elles vont se fragmenter de plus en plus vite. Okay. Il va y avoir un phénomène. Il y a un phénomène d'emballement hein, qui fait que les masses elles se fragmentent tellement vite qu'en un temps fini, on va, si tu prends un point X au début dans 0,1, en un temps fini, il va être réduit à un fragment de taille 0 à un singleton. Et ça, on ne les voit plus dans notre dessin. Dans cette image, on a l'impression que les masses changent. Quand ça change? Sans se fragmenter. Non? Si tu te places entre un temps témoin et un temps t, enfin juste au temps t, il ne se passe rien. Alors le truc, c'est que c'est une excursion brownienne. Hein. Je n'ai pas dessiné effectivement juste un triangle où là, on aurait une masse qui fond. C'est pas du tout ça. Dans ce cas-là, il y a de l'érosion, si vous voulez. Le truc, c'est que c'est une excursion brownienne, c'est super régulier, et ça se fragmente tout le temps. Et il n'y a pas de fonte, hein, il n'y a pas d'érosion, vraiment. Et la perte, mais ça, donc c'est mon chapitre suivant, j'ai essayé de l'expliquer plus en détail dans le cas général. Si alpha est négatif, les particules se fragmentent très vite et sont réduites en temps fini à une masse zéro, et même plus fort, toute la masse initiale en temps fini va être réduite à une masse zéro. Je vais essayer d'expliquer ça mieux sur le cas général. Ouais. Et donc, c'est toujours un peu la même question, mais on va quand même rencontrer assez vite un maximum local. Oui. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, On a perdu de la masse? bah non, parce que tu vas y arriver à nouveau. Le maximum local, tu y arrives suite à une infinité de fragmentations. Hein. Donc, en miettes, Bah, les miettes, elles commencent à arriver dès le début. Hein, dès le temps, à tout temps epsilon strictement positif, j'ai déjà perdu de la masse. Et au temps que j'ai appelé zeta, j'ai perdu toute la masse. et tu vas arriver à zeta?
Ah ben oui, parce que moi, c'est ma définition, je prends t sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc à un moment, j'arrive à zeta, et là, il n'y a plus rien, donc ça, c'est un temps. Après ça, je ne m'intéresse plus. Il y a un truc, c'est que dans ce cas-là, le temps local, il est markovien. Est-ce que c'est toujours vrai pour la Que le temps local est markovien. Là, il est continu, et il n'est pas toujours continu, ça c'est sûr. Je peux répondre à cette partie de la question. Oui, non, mais c'est pour ça. Bah, Markovien, oui, je sais pas. J'aurais dit oui, mais. Bon, écoute, en fait, je sais pas là. Ça va. Non, en fait, quand même, pour répondre à la question de façon plus précise, il n'y a pas toujours un temps local. Il n'y a pas toujours un temps local, mais. En gros, il y en a un quand alpha est compris entre -1 et 0. Tu vas pouvoir représenter toujours par une fonction continue comme ça ou qui aura un temps local. Sinon, c'est trop irrégulier, si tu veux. Oui, bah, le temps local, c'est une fonction de ton processus. Le temps local, on peut l'exprimer à partir des fragments présents au temps t, hein, comme on fait pour le brownien, de façon générale. Ouais. Donc du coup, je sais pas. En fait, j'en sais pas. Bon, ouais. Non, j'avais pas prévu de parler de l'arbre brownien, mais. Si tu fais l'analogie, du coup, là, c'est l'ensemble des points qui sont à distance de l'entité, c'est ça? Oui. De la racine. Oui. Du coup, c'est plus parlant de voir que la traduction sur la. Ouais, je sais pas. Comme tout le monde connaît peut-être pas cet objet. On peut en reparler après, mais. Donc, ce que je voulais discuter maintenant, c'était le comportement en temps grand. Et il va se passer 3 phénomènes assez différents, suivant la position de alpha par rapport à 0. Donc, on va commencer par ça, en rebondissant sur cet exemple. Dans le premier cas, tout notre processus va être réduit à l'état de poussière en temps fini. Dans le deuxième cas, les masses vont décroître à une vitesse exponentielle. Alors, il y a des hypothèses, hein, mais disons dans un cadre assez général. Et dans le troisième cas, elles vont décroître en puissance, et plus précisément à la vitesse t à la puissance 1 sur alpha. Alors, je commence par le cas alpha négatif. Hein, donc, j'ai une fragmentation. Alors, on va la prendre à valeur dans l'ensemble S flèche, donc je regarde les masses de paramètres. Alpha c'est nu, donc avec la condition alpha négatif. Et je vais introduire, alors je vais l'appeler zeta, le premier instant où l'ensemble de mes masses, c'est la suite où j'ai plus que des zéros. D'accord? Et donc, le résultat, on en discutera après. Dans tous les cas, dès qu'alpha est strictement négatif, ce temps, il est fini, avec probabilité 1. Et on peut affiner un petit peu. On sait qu'il décroît au moins, que sa queue de distribution décroît au moins exponentiellement vite. C'est-à-dire que je peux la majorer par une fonction qui décroît exponentiellement vite. Et puis, troisième chose aussi, et c'est si en plus on suppose qu'alpha est inférieur ou égal à -1, hein, donc plus alpha est négatif, plus les petites masses se fragmentent vite. D'accord ? Si alpha est inférieur ou égal à -1, dans ce cas-là, on peut vérifier qu'à tout temps t, donc t est fixé, hein, t étant fixé, on peut montrer que presque sûrement le nombre de fragments présents au temps t qui ont une masse non nulle va être fini. Donc,
même si votre mesure de dislocation, elle peut produire une infinité de fragments à chaque fois, ça se fragmente tellement vite que quand vous passez un temps t fixé et que vous observez le système, il n'y a qu'un nombre fini de fragments de taille strictement positive. Ça, c'est un petit peu lié à ce que je te disais, il n'y a pas de temps local dans ce cas. Alors, bon, juste une question avant d'essayer. Je ne vais pas faire de démonstration, mais j'aimerais juste au moins expliquer pourquoi ça se passe. Mais juste une question ouverte, enfin, qui est très difficile, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur zeta. Et typiquement, on ne sait pas décrire sa loi en fonction des paramètres de la fragmentation. En fait, il y a essentiellement un cas où on sait explicitement la loi de zeta, c'est cet exemple de la fragmentation brownienne. Dans ce cas-là, bon, l'excursion brownienne, c'est un objet qui a été beaucoup étudié et on connaît explicitement la distribution de ce temps de mort zeta. Mais en général, on ne sait rien dire. Enfin, c'est pas qu'on ne sache rien dire, mais on ne connaît pas explicitement la loi. Alors, on s'est quand même montré ces décroissances exponentielles. Et on peut affiner un petit peu, en fait, la vitesse, si vous voulez, de décroissance de cette queue de distribution. On peut affiner, en fait, ici, on pourrait mettre typiquement des t à la puissance quelque chose, et la puissance va dépendre, mais je ne vais pas l'expliquer explicitement ici, mais donc votre mesure nue, soit elle est finie, et là, vous n'aurez pas mieux que t, soit elle est infinie, et vous regardez de quelle façon cette quantité explose quand epsilon tend vers 0. Et en gros, il y a une corrélation ici, vous aurez une autre puissance, mais qui s'exprime explicitement à partir de gamma, qui vous donne la vitesse de croissance. Donc ça, c'est l'objet d'un exercice, de l'exercice 5 que j'ai mis sur ma feuille. Alors, je n'ai pas mis trop de références pour ce résultat, tel que ce phénomène-là, donc qui, encore une fois, a été déjà étudié par des physiciens appelés Chattring, il a été démontré dans différents papiers par des physiciens, par Filipov aussi dans son article, donc sous la direction de... quand il faisait sa thèse avec Kolmogorov, tel quel, les points I et 3 ont été montrés par Berthoin dans ce cadre général des fragmentations. Et ce point-là, c'était mon premier sujet de thèse. Voilà. Ça date un peu, mais... Si c'est une variable positive... Zeta ouais. Zeta, pardon. Ouais, donc on n'arrive pas à trouver la distribution en fonction de alpha, c'est nous. On n'a pas de choses... ouais. On n'a pas de... Ouais, tu peux prendre les cas les plus simples, binaires, où tu te casses de façon uniforme à chaque fois. Donc, les cas qu'on connaît, la fragmentation brownienne... Voilà, ça c'est connu explicitement. Oui, c'est ça, exactement, c'est la loi du maximum. Voilà. Et, ouais. Ah oui, là ça marche plus du tout. Parce que ta mesure de dislocation, elle a le droit de produire une infinité de fragments. Donc si tu te places à un temps où tu te fragmentes, là tu auras une infinité de morceaux. Donc c'est vraiment t et déterministe. Alors juste, mais vraiment très rapidement pour expliquer. Ça veut dire que l'ensemble des temps, si on regarde une trajectoire, l'ensemble des temps où il y a une infinité de morceaux, c'est quoi comme ensemble? Alors, ce que tu veux me faire dire, c'est que tu peux permuter ici un presque, sûrement pour presque tout t. Trajectoire. Ouais. Combien de temps elle va rester avec un ensemble de segments et combien de temps avec un ensemble de segments? Est-ce que tu peux mesurer? Ben, c'est tout de suite, hein. Enfin, à chaque fois, tu réduis. Il y a un ensemble de temps où elle sera. Ta question, c'est est-ce que l'ensemble des temps où on a un nombre infini de fragments correspond juste au temps des fragmentations? Oui, je crois qu'il y a une mesure nulle, ouais. Il y a une mesure nulle, mais il y a une mesure d'Osdorff. Oui, mais ça, c'est pas répondre à ta question. Ouais. Bon, on peut dire un peu des choses, mais bon, c'est... Bon. J'aimerais juste expliquer, parce que c'était peut-être pas clair pour tout le monde, pourquoi on a cette formation, on appelle ça formation de poussière. D'où ça vient? Si vous prenez... on va faire le cas simple où... Alors, je vais écrire ça avec mes notations, où à chaque fois que je me casse en deux morceaux de même taille. D'accord. J'ai pas d'érosion, et puis je prends alpha négatif. Et je prends un point X dans 0,1, que je vais pas prendre... ça va pas être un point de la forme 1 sur 2 puissance n pour un entier. Et donc, bon, au bout d'un certain temps, il va je suis le fragment qui contient X. OK.
Donc il va être de plus en plus petit. Bon, mon dessin est sans doute assez faux, mais enfin bref, au début il est de taille 1, ensuite il est de taille 1,5, etc. À un moment il sera de taille 1 sur 2 puissance n. Et à chaque fois, les temps d'attente, c'est quoi? Bon, bah là j'ai une loi exponentielle. Je ne sais pas si vous arriverez à me lire. Zut. Bon, je recommence. Donc, premier temps d'attente de fragmentation, j'ai une loi exponentielle de paramètre 1. Ensuite, il y a mon paramètre alpha qui intervient, donc là pour arriver à un quart. Loi exponentielle de paramètre 1,5 à la puissance alpha, etc. Ça s'accumule. OK? Donc finalement, je vais regarder ce qui se passe si je somme ces temps de fragmentation. On va l'appeler E1, E2, etc. Bon, ben, la somme des EI, si je prends son espérance, donc j'ai la somme de l'espérance des EI. Ok, alors EI, c'est une loi exponentielle de paramètre 1 sur 2 I-1 puissance alpha. Donc son espérance, ça fait 2 puissance I-1 alpha. Et comme alpha est strictement négatif, la série est finie. Donc l'espérance de cette somme de temps est finie, ce qui veut dire quoi? Quand un temps fini, j'ai une taille 0. Okay. Et alors ce qui se passe, après il faut le montrer, malheureusement je ne vais pas avoir le temps. Bah, après ce qui se passe, c'est que ça arrive simultanément pour tout x, ce qui n'est pas évident avec ce que je viens de raconter, mais en fait tu peux montrer que si tu regardes pour chaque point x l'instant où il est réduit à un segment de taille 0, tu prends le suprémum de tous ces temps sur x et tu te rends compte que c'est fini, ça va être mon zeta. Quoi. Ah ben complètement, hein. Je n'ai pas dit que c'était évident, mais je ne vais pas le faire. Donc le processus, là, ce processus, c'est un processus dans la entière, le nombre de composants. Tu es toujours sur le point 3, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que de temps en temps, il vaut plus l'infini. Oui, et puis régulièrement, ouais. Alors j'ai pas la moindre idée de... J'ai pas la moindre idée de la distribution de ce... Enfin, non, pas la distribution, mais sur l'allure. Ouais. La courbe, c'est un truc qui saute en infini, qui redescend pendant une valeur entière. Ouais. Ouais. Donc ça veut dire que l'ensemble des sauts va être identique. On va avoir des ensembles de sauts. Non, mais tu peux quand même permuter... Tu fais une permutation avec Fubini, tu montres quand même que... presque sûrement, pour presque tout est. Donc c'est... Voilà. Après, plus, je sais pas, vraiment... je peux pas te dire plus... Oui, mais ça, je sais pas. Je sais pas quoi te répondre parce que je sais pas. Donc... Il y aura forcément... Ça, tu peux y réfléchir pour ce soir. Ah oui, tu n'as pas le droit de faire comme ça. Donc pour alpha négatif, on a ce phénomène de formation de poussière. Maintenant, si on regarde pour le cas alpha égale 0, alors c'est celui qui a été le plus étudié, à commencer par Kolmogorov avec le modèle de base que je vous présentais au début. Bon, après, à nouveau, il y a d'autres gens qui ont étudié ces questions. En fait, pour ceux qui connaissent, il y a des liens assez forts entre les fragmentations et ce qu'on appelle les marches aléatoires branchantes, donc qui sont des marches aléatoires qui branchent. Et dans ce domaine-là aussi, le genre de théorèmes que je vais montrer ont été faits. Et à nouveau, Berthoin, lui, il a montré ces résultats dans le cadre général de nos fragmentations de paramètres. C'est nu ici, hein, je n'ai pas d'autres alpha est nul. Donc on va faire des hypothèses. À nouveau, il n'y a pas d'érosion. Et je vais supposer que je charge que des suites dont la somme totale est égale exactement à 1. Et je vais introduire deux notations.
Donc je regarde deux grandeurs qui sont associées à ma mesure de dislocation. Bon, alors typiquement, si vous avez des mesures qui produisent qu'un nombre déterministe fini de fragments et qui sont finis, ces grandeurs, elles vont toujours être finies. D'accord ? Et on va s'intéresser à des résultats de type loi forte des grands nombres et théorème central limite sur la distribution asymptotique des fragments à un temps donné. Donc, ici, à nouveau, F, c'est une fragmentation que je vois dans l'espace des suites décroissantes. Et donc, alpha égale 0, j'ai un C qui vérifie ces hypothèses et un U qui vérifie cette hypothèse. Okay. Donc on veut évoluer la distribution des fragments à un temps donné, et pour ça on va considérer la quantité suivante. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Bon, comme je disais en introduction, les fragments vont décroître à une vitesse exponentielle. Donc je regarde chacune des masses. La masse I, je prends son log, je la divise par T, et je veux savoir simultanément pour tout I comment converge cet objet. Donc, un bon point de vue, c'est de considérer cette mesure. D'accord ? Donc, je fais une somme de masses de Dirac qui charge ces masses renormalisées. Et c'est quand même plus sympa de travailler avec des mesures finies. Donc, je la pondère comme ça par les masses, de sorte à avoir ici une mesure finie. La somme des FI est plus petite que 1, c'est ma somme de masse. En fait, dans ce cas-là, ça va même être égal presque sûrement à 1, donc j'ai ici une mesure de probabilité. Et la question est de regarder le comportement asymptotique de cet objet quand t tend vers l'infini. Alors, première chose, si on suppose simplement que cette quantité mu est finie, on a une loi des grands nombres qui nous dit que notre mesure ρt va converger asymptotiquement tout simplement vers la mesure déterministe qui charge que le point moins U. Non, attendez, c'est U. Qu'est-ce que j'ai mis là? C'est mu. Alors, attendez, au niveau des signes, ça, oui, c'est mu. Je suis trompée dans les signes. Alors la convergence, elle a lieu en probabilité, et la topologie que je mets sur mes mesures, c'est la topologie faible. D'accord ? Donc ce qu'il faut retenir en gros, c'est qu'on a des décroissances exponentielles de nos fragments. Et on peut préciser la vitesse de convergence, dans un sens où on a un théorème central limite, dans le cas où cette quantité sigma carré est finie. Dans ce cas-là, alors je vais regarder une variation je vais rescaler un petit peu la mesure ρ. Cette fois-ci, je vais considérer les fragments recentrés j'ai quand même un doute. Je me suis embrouillée entre les plus... Oui, c'est quand même moins, non? Je suis un peu perdue là, dans les signes. Ça, c'est positif. Oui, c'est ça. Voilà, et là, donc là, je fais plus mu. Et je fais un rescaling en racine de t sur sigma. Et cette quantité renormalisée, donc là, on voit le côté TCL, va converger vers une loi normale 0,1, à nouveau en probabilité, si on regarde la topologie faible sur les mesures de probabilité. Alors l'objet de mon paragraphe 4, je ne vais pas donner de preuves, ça sera d'expliquer quand même comment est-ce qu'on... Enfin, je ne vais pas donner du tout de preuves, mais il y a un outil récurrent qu'on utilise tout le temps en étudiant les processus de fragmentation, et tout ça découlera de l'utilisation de cet outil. J'essaierai de donner l'idée. Mais là, il nous a dit la somme des FI, ça reste 1, donc la masse se conserve.
Oui, alors alpha égale 0, donc on n'a pas du tout le phénomène qui se passait quand alpha était strictement négatif. Dans ce cas-là, les masses, elles se fragmentent tout le temps en même taux, et donc elles ne vont pas être réduites à l'état de poussière. Non, je ne dis pas que c'est évident, mais enfin, on peut le vérifier. En tout cas, intuitivement, c'est pas surprenant. Et de fait, effectivement, dans ce cas-là, presque sûrement, enfin, la masse reste constante égale. Le TCL, c'est en proba aussi. Oui. J'appelle ça TCL parce que cette mesure normalisée converge vers une loi normale. Et en fait, de fait, on va utiliser un vrai TCL pour le montrer, quoi. Donc, ouais. Donc, c'était la présence le log de la finalité sur T pour un fragment pris, si tu avais pris. Bon, voilà, donc tu anticipes un petit peu ce que je racontais après. De toute façon, quelque part, techniquement, l'outil de base quand on utilise les fragmentations, et ce que je raconterai après, c'est il y a trop de fragments, d'accord? Tout le temps, il y a des fragments partout, donc on va se focaliser sur un fragment, c'est peut-être ça que tu voulais dire. Je vais prendre un fragment typique que je vais suivre tout au long de son histoire, et en étudiant ce fragment typique, je vais pouvoir déduire plein de choses sur la fragmentation, et c'est effectivement ce qui se passe un petit peu ici. Hein, si je choisis le fragment I avec probabilité FI, ça va me donner un fragment typique. Je me concentre là-dessus, je montre une loi des grands nombres, un TCL pour lui, et ça en découlera. Je voudrais juste énoncer avant le point, le cas alpha strictement négatif. Donc dans ce cas-là, on va faire les mêmes hypothèses qu'avant. Ah, merci. Effectivement, sinon ça ne marche pas. Et on va à nouveau considérer une normalisation de nos masses qui, cette fois-ci, est la suivante. Donc cette fois-ci, le bon rescaling, c'est de multiplier les masses par t à la puissance alpha pour voir un processus enfin, non trivial à la limite. Donc, théorème, dans ce cas-là, alors il y a une petite hypothèse technique que je dis qu'à l'oral, je n'ai pas envie de l'écrire. Il faut en plus faire une hypothèse sur la mesure de dislocation nue qui va assurer que, on va dire que la fragmentation n'est pas géométrique, c'est-à-dire que c'est pas possible, qu'il n'existe pas de réel A, disons, que tous les fragments qu'on va observer soient de taille A puissance n pour un anti-n. D'accord ? On veut éviter ce cas trop régulier quelque part. Donc vous oubliez par exemple les cas où on se scinde dans deux morceaux 1,5, ça c'est pas possible parce que ça va nous amener là-dessus. Mais sous cette hypothèse technique, on a le résultat suivant. Je vais mettre un alpha pour montrer la dépendance en alpha. Alors à nouveau, on a une convergence en probabilité. Vers une mesure limite qui est déterministe. Et qui est caractérisée par certains de ces moments. Ça veut dire qu'il suffit de connaître la valeur de cette mesure intégrée donc, sur tous les moments du type alpha k, où k ça va être un entier quelconque. Et alors l'expression de cette mesure est la suivante. Alors, attendez, voilà, pardon.
Alors, il y a encore un paramètre que je n'ai pas défini. Donc, on a explicitement tous ces moments, et ces moments, il y a le paramètre alpha qui intervient ici et ici, et le paramètre nu qui va intervenir sous la forme du mu. Alors oui, j'aurais dû préciser que mu est fini aussi. Et dans la construction d'une fonction phi qui a l'expression suivante. Bon, alors ça peut sembler un peu mystérieux comme ça, mais en tout cas, on montre la décroissance des masses en t à la puissance 1 sur alpha, et on a explicitement la distribution limite sous cette expression-là. Alors maintenant, mon but, c'est un peu... Alors, je n'aurai pas le temps de rentrer dans l'épreuve, mais d'expliquer quel est l'outil principal quand on utilise les processus de fragmentation. Et c'est ce que disait... ce qu'a mentionné Raphaël tout à l'heure. Donc l'idée de base, c'est qu'on a trop de fragments à gérer en même temps, on ne sait pas faire, et on va se focaliser sur l'évolution d'un fragment typique. C'est ce qu'on appelle, c'est une technique assez standard quand on étudie des processus de branchement, qui s'appelle le many-to-one. Et en gros, l'idée, si on représente notre fragmentation sous forme de fragmentation d'intervalle, donc ils vont se fragmenter, etc. au cours du temps, ça va être de marquer un point uniformément dans 0,1. Donc ça va suivre une loi uniforme qui est indépendante de notre processus de fragmentation, et on va se focaliser sur ce fragment qui contient notre point marqué. Etc. Et on va regarder ce que ça donne. Alors c'est une technique qui est super efficace, elle donne plein d'informations, entre autres elle permet de montrer les résultats sur les comportements asymptotiques pour alpha positif ou nul. Elle n'est pas parfaite non plus parce que la loi, donc on va étudier là, la loi de ce fragment marqué, ne caractérise pas la loi de la fragmentation initiale, c'est-à-dire que deux processus de fragmentation peuvent avoir un même processus de fragment marqué associé. Donc on perd quand même de l'info. Et donc la loi de ce fragment marqué, c'est la suivante. Donc, pour refaire les choses un peu proprement, je vais repasser à mes fragmentations de partitions, et suivre un fragment marqué, pour moi, ça va être suivre le bloc qui contient l'entier numéro 1. Enfin, n'importe lequel, je me donne un entier, 1 par exemple, et je suis le bloc qui contient l'entier numéro 1. Oui. Pourquoi tu fais de variables aléatoires? Est-ce que plutôt de prendre un point paramétré de type C? Ah bah, il va pas être typique. Alors pourquoi je fais tout ça? Aussi, le truc, c'est que là, je vais obtenir un processus sympathique, vu ma construction, qu'on connaît bien, justement. Donc c'est déjà plein de propriétés que je vais pouvoir reprendre. Donc là, l'idée, si tu veux, c'est que quand j'observe le processus au temps t, le fragment que je vais le choisir de façon biaisée par la taille, c'est-à-dire que je vais choisir un fragment avec une probabilité égale à sa masse. Alors évidemment, j'aurais pu en prendre d'autres. J'aurais pu prendre le plus gros fragment aussi, j'aurais pu faire... Alors, les plus gros fragments, ils ne sont pas emboîtés les uns dans les autres, donc c'est pas très... Enfin, j'aurais pu faire autrement, mais là, mon but, c'est quand même de faire une étude mathématique du modèle, et je vais tomber sur des processus que je connais bien. Donc, cette fois-ci, je reprends une fragmentation à valeur dans l'ensemble des partitions de paramètres alpha c'est nu. Et je vais m'intéresser au bloc qui contient l'entier 1 au temps t. Donc rappelez-vous, il a des fréquences asymptotiques, donc je vais plutôt m'intéresser à sa suite, à ces fréquences asymptotiques, à ces masses, et on peut montrer le résultat suivant.
Donc j'ai commencé par le faire dans le cas alpha égale 0. Ok, et je vais noter si t moins le logarithme de la fréquence asymptotique de ma masse au temps t. Hein, le truc, c'est que quand alpha égale 0, je multiplie des masses de façon un petit peu identique à chaque fois. Donc plutôt que d'avoir des produits, j'ai envie de passer à une somme, et puis je préfère avoir des termes positifs. Donc je prends le log de ma masse, moins le log de ma masse. Donc ce processus, d'abord des observations évidentes, la masse, elle décroît avec le temps, donc mon processus, il est croissant. Il part de 0. Alors à nouveau, il est continu à droite. Il part de 0. Et puis, il vérifie une propriété. Alors pour les connaisseurs, c'est un processus de Lévy, c'est un subordinateur, c'est-à-dire que ces accroissements sont indépendants et stationnaires. Ça veut dire quoi? En gros, ce qui va se passer entre le temps t plus f, ça va être indépendant de tout ce qui s'est passé jusqu'au temps t, et ça va dépendre que de s. Hein, ça va être... Je vais noter pour tout temps t, je vais considérer l'attribut engendré par le processus jusqu'au temps t. Donc ça, si vous voulez, c'est l'information dont je dispose jusqu'au temps t. Oui. Un modèle de bloc, ouais, de partition de bloc, enfin de bloc, ouais. Ouais, partition de n, oui, de blocs qui se fragmentent, ouais. Et donc, pi de t, c'est un ensemble d'entiers. C'est ça? Alors, pi 1 de t, c'est le bloc qui contient 1 au temps t. C'est un ensemble d'entiers, ouais. Tu prends son cardinal. C'est pas son cardinal, c'est sa fréquence asymptotique. Dans ces fragmentations de blocs, les blocs, les blocs, soit c'est des singletons, soit ils ont une taille infinie. C'est ce que je notais. La fréquence asymptotique, c'est donc, enfin, c'est le, si tu, enfin, je. Hein, on regarde pour tout n le nombre d'entiers dans B, d'entiers i plus petit que n dans B, et je divise par n, et c'est la limite si elle existe. Et il se trouve que dans nos modèles, ce qu'on disait, c'est que, en fait, ces limites, elles existent presque sûrement pour tout t. Et c'est la masse du bloc, hein, c'est ça l'interprétation correspondante, c'est la masse du bloc. Et donc, notre processus est un processus à accroissement indépendant et stationnaire, ce qui veut dire que si je l'observe au temps t et je sais qu'il n'a pas encore atteint plus l'infini, alors S ici c'est un temps positif, alors ce qui se place dans l'intervalle de temps t plus s est indépendant de tout ce qui est arrivé jusqu'au temps t, et cette distribution, elle est égale en loi à la façon dont le processus a évolué entre les temps 0 et s. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un subordinateur. C'est un cas particulier de processus de Lévy. Hein, c'est un processus. Donc le processus de Lévy, ça généralise cette propriété à des processus pas forcément monotones. Donc là, on a un processus de Lévy croissant. Ouais, et voilà, dans mon domaine, on tombe là-dessus, c'est super parce que les processus de Lévy, on sait plein de choses dessus, et donc on va pouvoir utiliser la théorie des processus de Lévy pour avoir des infos sur nos fragmentations. Oui, j'ai pas fini, effectivement. Donc après, ce type de processus est évidemment
caractérisé par certains paramètres, et donc je vais le faire sous la forme de ça transformer de la place, d'accord? Donc ce type de processus est entièrement caractérisé par ces transformés de la place. Hein, donc du fait de ces propriétés, la transformée de la place aura forcément, vérifiera forcément cette propriété, et phi de q ici, pour tout q positif, va avoir... Alors j'appelle ça phi comme tout à l'heure, c'est pas un hasard. Hein, donc on a la composante érosion qui apparaît ici, on a la composante dislocation qui apparaît ici. Donc pour ceux qui connaissent ces objets, ça va être un processus tué, donc qui peut possiblement atteindre plus l'infini en temps fini, si soit il y a de l'érosion, soit la mesure nue charge des sommes strictement plus petite que 1. Sinon, ça sera un processus qui sera fini pour tout tenter. S'il y a de l'érosion, il y a une composante de drift aussi. Et sinon, c'est un processus de saut pur. Ok, alors rapidement pour finir, ce qui se passe quand alpha est pour alpha quelconque. Et juste encore, pour ceux qui connaissent un peu ces objets, le fait que la mesure de dislocation intègre 1 moins S1 revient au fait que la mesure de Lévy correspondante va intégrer le minimum entre 1 et x. Et donc, pour finir, ça c'est juste un corollaire. Hein. Si maintenant alpha est quelconque, et à nouveau, si on considère... Alors, je vais le réécrire comme ça. Donc là, mon processus de fréquence asymptotique, c'était exponentielle de moins subordinateur. Ici, je vais récupérer un processus qui s'écrit comme exponentielle de moins un subordinateur, xi c'est le même qu'avant. Mais qui va être changé de temps. Et le changement de temps correspond finalement au changement de temps qu'on a fait tout à l'heure dans la construction des fragmentations autosimilaires. D'accord. Là, tout à l'heure, on prenait la masse à la puissance moins alpha. Là, la masse du fragment typique. Enfin bon, ça colle, quoi. D'accord. Petite remarque pour terminer. Dans le cas où alpha est négatif, on se rend compte que ce changement de temps ici va pouvoir être égal à l'infini dès que, en fait, t est plus grand que l'intégrale de alpha xi r dr. Et cette intégrale, elle est bien finie, parce que si vous prenez son espérance, j'ai l'intégrale des espérances, et l'espérance de l'exponentielle de mon subordinateur, je sais que ça me donne exponentielle de moins r, alors attendez, oui, phi de moins alpha, c'est ça, hein? Et donc, bon, j'intègre, ça c'est strictement positif. Et donc, j'ai un truc qui est fini. D'accord ? Et donc, ça, si vous voulez, ce temps-là, ça va être le temps auquel le fragment marqué entre dans la poussière. Et puis, très vite pour finir, parce que pour ceux qui voudront chercher les exercices, il y en a besoin dans un exercice. Ce temps de mort ici, je vais l'appeler I. Cette intégrale, c'est une intégrale qui a été pas mal étudiée, qui intervient dans différents modèles probabilistes. Et notamment, elle a été étudiée par Carmona, Petit et Yor, et on connaît bien sa distribution, qui est caractérisée par ces moments.
Et donc on sait que son moment d'ordre n, c'est n factoriel sur le produit des phi de valeur absolue de alpha. Voilà, et donc je termine juste encore une fois en répétant ce que je disais tout à l'heure. Ce processus de fragment matriqué, c'est super. On sait plein de choses sur ces processus, ça nous aide beaucoup, mais à nouveau, ça ne suffit pas pour caractériser entièrement la loi du processus de fragmentation en entier. Et voilà, alors j'ai aussi mis un petit exercice, alors ça c'est plutôt juste du calcul pour montrer que la fonction qui a une mesure de dislocation nue associe la loi de ce processus qui est donnée par la transformée de Laplace et pas injective. Bon, ben, je vous remercie.